tous. Merci d'être ici présent pour pouvoir justement parler un petit peu de la sécurisation et de la segmentation des réseaux OT. C'est des sujets qui tiennent particulièrement à cœur à ceux qui travaillent avec les réseaux d'entreprise et qui font de l'industriel. Donc voilà, je vais commencer par vous présenter mes panélistes. Donc je vais commencer par Camille. Donc Camille qui travaille chez Google Cloud Security. Voilà. Et donc du coup qui travaille notamment avec beaucoup d'entreprises et qui est sur les sujets notamment de réseau OT avec tu me disais la région nord-américaine, européenne aussi. Oui, exact. Canada. Canada, oui. Canada, États-Unis et Europe. On a aussi Dany qui travaille, qui est CISO pour la société Boralex qui fait de l'énergie renouvelable, je crois, c'est bien ça. Et pareil, tu me disais que vous bossiez aussi avec l'Europe, enfin vous étiez présent un peu partout dans le monde sur les... Voilà, exactement. Et on a aussi donc Mehdi, qui lui est cofondateur de Atrace. Donc c'est un cabinet en cybersécurité qui met à disposition de ses clients un SOC notamment, et puis vous faites aussi d'autres activités. Donc voilà, donc, écoutez, je pense qu'on va rentrer directement dans le vif du sujet avec des questions enfin, en tous les cas qui m'interpellent moi. Donc je vais commencer par toi Camille, et notamment avec quel type de menaces avez-vous observé dans les réseaux OT et comment la segmentation peut-elle aider à les atténuer? Oui, dans les réseaux OT, on voit que c'est un domaine avec des menaces qui sont en constante évolution. Donc, c'est vraiment, oui, on voit les ransomware, on voit les attaques ciblées comme Stuxnet ou Triton qu'on a vu dans le passé. Mais outre ça aussi, il y a des tendances qui sont inquiétantes. Pour ceux qui étaient à la conférence de mon collègue hier, on en a parlé un peu, mais il y a tout ce qui est de l'utilisation ou des produits Théo pour du activisme. Donc, en ce moment, il y a beaucoup de guerres, malheureusement, et on le voit beaucoup avec la Russie, l'Ukraine, ou même tout ce qui se passe au Moyen-Orient. Donc, on a vraiment une augmentation des attaques d'activistes sur les Théo. Vraiment, les acteurs ont une idée en arrière de la tête, ils ont une idéologie, ils veulent soit perturber les opérations ou causer des dommages. Donc, ça, c'est vraiment une des tendances qu'on voit. Aussi, qu'est-ce qu'on voit, c'est beaucoup l'intensification des ransomware. Donc, on voit qu'ils se complexifient. On voit maintenant des doubles extorsions. Soit, oui, il va y avoir le chiffrement des systèmes, mais aussi on va avoir soit le vol des données ou soit vouloir divulguer les données. Donc, on voit vraiment ces deux tendances-là dans les réseaux Théo. Puis, avec ça, vient la segmentation pour la deuxième partie de la question. Puis je pense que c'est super intéressant parce que oui, la segmentation va permettre de limiter la propagation des attaques, contrôler l'accès des données. Puis vraiment, chez Mandiant, on répond à beaucoup d'incidents. Mandiant Google Cloud Security, on répond à beaucoup d'incidents par année, à peu près 1100 par année. Donc, on a beaucoup d'informations. Puis qu'est-ce qu'on voit? Le premier vecteur d'attaque des TO, c'est que ça vient des TI. Donc, vraiment de limiter puis d'avoir une segmentation qui est adéquate, ça va permettre de limiter ce genre d'attaque-là puis de protéger les systèmes Théo. C'est ce qu'on voit vraiment beaucoup. Écoute, je te remercie Camille. Du coup, j'ai une question pour toi, du coup, Dany. Donc, du coup, quels sont les principaux défis rencontrés dans la sécurisation des environnements OT, justement par rapport aux environnements IT? OK. En réalité, les systèmes Théo, je pense que c'est important de, premièrement, un peu mieux définir. Là. Des fois, on fait la confusion avec les systèmes IoT ou etc. Quand je parle de Théo ici, je parle vraiment plus des éléments qui ont un impact sur la vie physique. Des choses vraiment qu'on appelle opérationnelles. Personnellement, je travaille beaucoup dans l'infrastructure critique, fait que c'est beaucoup ma référence. La grande différence, c'est qu'on a beaucoup moins de contrôles et la majorité des contrôles qu'on peut appliquer sur les environnements Théo sont souvent plus de nature réseau que sur le host, sur les endpoints eux-mêmes. Souvent, on n'a pas la flexibilité de jouer avec les équipements parce qu'on perd la garantie.
Les équipements ont souvent une certaine longévité que les équipements TI n'ont pas. Donc, on les change aux 3 ans, peut-être les équipements TI. Ce n'est pas du tout le cas pour les éléments TO. Donc, on se met à la façon qu'on doit penser au modèle d'isolation réseau, ou en tout cas comment on fait notre threat modeling de ces équipements-là. On doit le faire complètement différemment de TI. Puis trouver des gens compétents qui sont capables de faire ça est aussi un défi. Quelqu'un qui ne va pas t'apporter la recette qui est appliquée à TI, puis simplement essayer de l'appliquer à TO. C'est un défi. C'est un monde aussi que tu dois être très humble. Tu dois savoir que tu ne connais pas tout sur le monde des technologies opérationnelles. C'est un monde beaucoup d'engineering. Donc, tu dois t'allier avec ces gens-là. Tu dois en faire tes acteurs principaux. Et le succès que tu as dans ton isolation réseau doit être aussi leur succès. Ça, pour moi, ça a été un des critères de succès dans les différents programmes que j'ai livrés. Puis pour ça, il faut être attentif, il faut comprendre c'est quoi leur modèle opérationnel et tout particulièrement, puis ça vraiment je veux mettre l'accent là-dessus, c'est d'arriver à comprendre qu'est-ce qui peut causer de la friction de qu'est-ce qui ne va pas causer de friction. Donc normalement, tu vas essayer de bâtir tes contrôles, bâtir ton modèle de sécurité, les différents contrôles que tu mets en place en relation avec leurs opérations. Puis moindrement, plus que tu comprends comment eux autres fonctionnent, plus tu es capable de naviguer autour des frictions potentielles. Et quand il reste des frictions, parce qu'on n'a pas toutes les options du monde, il y a des limitations techniques ou peu importe, bien, les gens ont vu l'effort que tu as mis sur réduire la friction et tu es capable d'expliquer pourquoi c'était les éléments de friction que tu vas rajouter, que ce soit un MFA, un jump point, un bastion, etc. Mais on se met à comprendre pourquoi c'est important puis comment ça va aider. Donc, tu dois tout le temps travailler à vendre essentiellement la valeur de ce que tu apportes et vraiment parler au niveau de la business. Je te remercie, Dany. Du coup, je vais passer à toi, Mehdi, du coup, avec mon autre question. Justement, dans votre rôle de conseil que vous promulguez, que vous prodiguez justement à vos clients, comment avez-vous vu évoluer les besoins de vos clients justement en matière de sécurité des réseaux outils et comment est-ce que justement la segmentation peut y contribuer? Malek, tu me fais pleurer avec ta question. En fait, malheureusement, l'évolution des attaques dans le domaine OT est comme le IT. Là. Je veux dire, les malfaiteurs, les hackers sont beaucoup plus avancés que notre industrie, malheureusement. Et on est toujours en retard, bien sûr. Je pense que je vais répondre autrement parce que Oui, le problème, c'est que si un site, une usine existe avec les équipements outils, c'est extrêmement compliqué de le sécuriser, alors que si tu pars un site de zéro, de scratch, c'est facile de mettre la segmentation en place. Le problème, c'est que c'est la culture et le mindset. Quand tu parles de la segmentation réseau avec un admin réseau, et je parle d'un admin réseau parce que j'ai été un admin réseau pendant plusieurs années dans ma vie, le gars, il commence à pleurer. Ben là, il va falloir que je mette des règles de firewall. Il va falloir que je gère les règles de firewall. Ben oui, c'est ça la segmentation réseau. C'est justement, tu devrais créer des réseaux, des différents DMZ. Tu devrais mettre des règles en place. Et guess what? Si un jour, il y a un OT qui veut parler avec un IT ou avec Internet ou peu importe, il va y avoir une demande qui va arriver à ton bureau et tu devrais l'exécuter. Le problème, c'est que les admins, je m'excuse, je ne veux pas offenser personne, mais les admins infra, on est tellement paresseux qu'on dit, je mets en règle permis d'NI et puis je laisse passer tout le trafic parce que demain, ils vont arriver avec une autre demande et puis il faut que j'ajoute une autre règle. C'est faux. C'est le mindset. C'est le mindset d'un administrateur réseau. Je veux dire, tu segmentes ton réseau non seulement pour la cybersécurité, mais pour les best practices de réseautique. Je veux dire, tu vas arrêter ton broadcast, tu vas avoir un réseau qui est beaucoup plus performant, non seulement de point de vue de cybersécurité, mais de point de vue d'infrastructure TI. Mais, excuse-moi, moi je me permets d'intervenir, mais là, je dirais que si ton admin réseau se permet de laisser des règles larges, là, ça ne va pas faire plaisir aux
au ciseau, qui est là pour justement mettre en œuvre ou mettre en place on va dire des règles, une stratégie de sécurité, un plan de sécurisation. Si la sécurité, c'est d'avoir du codage fin avec une segmentation, on va dire aux petits oignons qui permettent de laisser passer uniquement ce qu'on a besoin de laisser passer, pour moi, ça c'est. Absolument, Je pense absolument. que beaucoup vont me rejoindre, mais on ne va pas faire des ouvertures larges au détriment de la sécurité. Ben, justement, c'est ça le problème de tous les ciseaux que je connais dans l'audience ici. Là. On peut aller poser la question un par un. On a exactement le même problème. La collaboration de l'équipe TI avec OT pour être capable de sécuriser l'environnement OT. C'est si simple que ça. Je suis d'accord. Bah, écoute, je te remercie en tous les cas. Du coup, je vais avoir une question pour toi, Camille. Du coup, quelles sont les stratégies clés que vous recommandez pour assurer justement une segmentation efficace des réseaux OT, tout en minimisant les impacts sur les opérations quotidiennes? C'est vraiment intéressant pour ramener le point. Je pense que qu'est-ce qui est important dans la segmentation, c'est le parfait équilibre. Le parfait équilibre n'existe pas, mais il faut que ce soit entre la sécurité et vraiment l'efficacité organisationnelle ou opérationnelle. Vraiment, avoir une approche qui est graduelle, commencer petit par petit, identifier les actifs critiques, puis vraiment faire un plan qui va permettre de faire la segmentation et de le faire step by step et assurer une surveillance accrue. C'est drôle parce que tu parlais beaucoup de règles et j'ai fait un client dernièrement et la segmentation était incroyable. Il y en avait tellement. Mais c'était le premier que je voyais avec autant de segmentation et ils ont fait des règles ACL sur leur switch. Je ne sais même pas encore comment ils ont fait ça. C'était un Tetris incroyable. Puis on en parlait avec eux, puis on était comme, ouais, t'as travaillé fort sur ça. Hein? Maintenant, par contre, c'est pas scalable. Maintenant, ils veulent grossir, ils ont de la misère parce qu'ils n'ont pas un plan qui était fait step by step. Ils ont fait ça sur qu'est-ce qu'ils ont aujourd'hui, puis ils n'ont pas pensé au futur. Donc maintenant, ils cherchent à grossir, ils cherchent à avoir une belle segmentation. Il ne peut pas recommencer ses ACL, là, ça va être c'est un autre 2 ans de travail. Fait que c'est super intéressant. Mais vraiment avoir une approche graduelle, d'identifier ses actifs critiques, puis de passer ça dans une boucle de rétroaction. Puis vraiment, quand il y a des problèmes, ben on cherche à le faire. Un autre point tantôt aussi que tu as mentionné, quand c'est un nouveau site, c'est facile. On amène la cybersécurité dès le jour 1. Purdue Model, que pour certains, c'est mort, mais pour d'autres, non. Mais je pense que c'est une belle architecture de référence quand on commence dans le milieu des TO, quand on cherche à sécuriser, de vraiment voir ça. Puis aussi d'avoir des solutions qui sont adaptées au domaine des TO. Soit des firewalls qui sont industriels, qui permettent de comprendre les protocoles qu'on utilise dans les TO, mais vraiment d'avoir des solutions qui sont adaptées. Fait que cette boucle-là vraiment d'une approche graduelle, la rétroaction, solutions adaptées, je pense que c'est ça qui permet qui permet de minimiser les impacts sur les TO quand on fait de la segmentation, puis de pouvoir continuer, puis aussi d'être scalable pour le futur avec d'autres sites ou d'autres plans qui s'ajoutent. Je te remercie, Camille. Du coup, Dany, justement, quelles sont les meilleures pratiques justement de segmentation que vous avez pu mettre en place pour renforcer la sécurité de Boralex, notamment sur les réseaux OT? Je ne vais pas parler pour Boralex spécifiquement. Je vais essayer de parler des 4 compagnies pour lesquelles j'ai fait ce genre de travail-là. C'est des travaux de transformation assez importants. J'ai fait bien des projets dans ma vie en sécurité, mais à chaque fois, faire essentiellement une transformation de cybersécurité sur l'isolation du réseau est toujours la chose la plus difficile, puis pour plusieurs raisons. C'est très difficile parce que ça va faire mal aux gens, il va y avoir des changements. Tu es en train essentiellement de changer la fondation en dessous d'un restaurant 24/7. Il va y avoir des impacts, tu essaies de les éviter le plus possible, mais il va en avoir. Puis c'est un travail de longue haleine. C'est un travail de longue haleine. Les gens ils vont vouloir avoir un rendu très rapidement, que ce soit le board, le comité d'administration, que ce soit les exécutifs. Et un programme d'isolation, la grande valeur se voit à la fin. Donc, il y a un grand travail de stakeholders, de l'engagement essentiellement des stakeholders et de vente de l'isolation réseau et de gérer leurs attentes. C'est pour ça que quand moi, je fais un programme de transformation, je m'assure de livrer des nananes, si vous voulez, livrer des choses de valeur dans un autre domaine, d'autres projets, parce que je sais que le programme d'isolation, lui, ça va prendre du temps avant qu'il livre quoi que ce soit de grande valeur.
Tu es en train de changer l'équipement, tu es en train de changer le routing, tu es en train de déployer des nouveaux équipements. Tu vas être obligé de prendre un firewall, de changer par quelque chose d'autre, mais pas du tout toucher les règles. Maintenant que c'est rendu un nouveau système physique, ça devient plus facile. C'est juste de la configuration, donc tu peux mettre des changements. Tu t'es planté, tu dois les retirer et recommencer. Fait que c'est tout ce genre de changement-là. Et la valeur, le moment que tu te mets à fermer les écrous, le moment que tu te mets essentiellement à réduire la surface d'attaque, c'est souvent à la toute fin. Donc, c'est là le défi. Donc, c'est pour ça que moi, je considère que un des meilleurs alliés, c'est justement d'aller parler avec l'exécutif, d'aller vendre le programme d'isolation réseau jusqu'au board, d'avoir le support du board directement pour pas que les exécutifs veulent soit tasser ça ou s'en départir. C'est un livrable que je donne au board. Ça l'assure essentiellement une certaine pérennité du programme. Puis l'autre portion de ça, c'est que je m'assure d'être capable de l'expliquer d'une façon conceptuelle. L'isolation réseau, c'est purement technique, mais le vrai défi pour s'assurer que tes équipes peuvent le livrer et finir le travail, c'est de gérer le monde qui sont en haut. Puis d'être capable de parler d'un point de vue conceptuel de qu'est-ce que tu essaies d'accomplir est super important. Puis ça veut dire d'avoir un modèle visuel, d'avoir des couleurs et tout particulièrement pas aborder des sujets comme j'isole TI de Théo. Quand tu dis ça à des exécutifs, tu es en train de dire que tu isoles des équipes. Donc, de redéfinir une taxonomie, être capable de faire des groupes essentiellement, d'expliquer pourquoi ces choses-là doivent être isolées, et après ça, quel contrôle tu vas mettre à l'intérieur, entre, puis les règles d'interaction entre chacun d'eux, c'est ça qui va définir qu'est-ce qui va être livré à la fin de la journée. Pas l'élément technique en bout de ligne, c'est ces grandes lignes directrices-là. Puis plus tu as des gens qui supportent ces messages-là, plus que ça devient clair, plus que ça va être difficile de dérouter un programme d'investissement sur l'isolation réseau. Je te remercie. Alors du coup, je vais passer à toi, Mehdi. Vous, du côté de HatRace, vous avez développé un SOC. Et donc ce SOC, vous le mettez à disposition de vos clients. Et donc justement, là-dessus, quels sont les principaux défis en termes de détection et de réponse à incidents de sécurité que justement vous avez dans les réseaux OT segmentés? Est-ce que vous avez justement des cas de figure ou un use case à nous évoquer? En fait, je vais commencer par un statement qui est une règle générale. Peu importe IT, OT, si un système génère des logs, tu devrais le monitorer. Parce que sinon, tu vas sûrement manquer un événement que possiblement va te faire mal. Premièrement, le défi, c'est plutôt d'obtenir ces logs-là. Et le problème majeur que j'ai constaté, moi je ne connais pas les autres marchés, je connais le marché de Québec, c'est que les équipes TI et OT travaillent vraiment en silo. Les gens de OT, ils se trouvent experts OT, qui sont experts OT, mais ils ne sont pas experts de cyber. Ils se considèrent experts OT cyber, mais c'est faux. Après, ils ne consultent pas les experts de cyber et ils mettent en place des solutions qui pensent que c'est conforme. Et en bout de ligne, le pauvre SOC se ramasse avec des équipements où ils ont zéro visibilité. Et dans le monde de cyber, on dit on ne peut pas protéger ce qu'on ne connaît pas. Fabrice a mentionné un très bon point sur le panel précédent que j'ai beaucoup aimé. Il a mis en place un SOC et SIEM IT-OT combinés ensemble. Ça, c'est la meilleure approche. Parce que derrière un OT, un équipement OT, il y a un IT qui existe. Il y a un PC qui est connecté quelque part, qui le gère ou qui va le configurer. Fait au final, tu as besoin de tous ces logs-là. Notre défi, c'est vraiment la manque de communication qui existe entre les équipes TI et OT et la manque de visibilité parce que tu n'as pas tous les logs possibles. Je te remercie. Du coup, dans la continuité, Camille, avec vos équipes de Google Cloud Security, quelle approche recommandez-vous pour renforcer justement la collaboration entre les équipes IT et OT dans la sécurisation des réseaux? Je vais commencer par défâcher toutes les OT dans la salle.
Je vais reparler un peu de Colonial Pipeline. Puis c'est un OT operator qui a su arrêter l'attaque qui se passait puis de su protéger parce qu'il a vu qu'il se passait quelque chose de pas bien. Donc, juste pour les fâcher, je comprends. Euh, ça va. Oui, voilà, je t'ai sauvé. Mais qu'est-ce qui est super intéressant, c'est un de mes sujets de prédilection, je pense vraiment d'enlever le fossé qu'il y a entre les équipes TI et TO. Une chose que souvent on va recommander à nos clients, c'est il faut les mettre dans la même pièce. Il faut qu'ils se parlent et qu'ils comprennent leur langage. Donc ça, souvent on fait ça chez Google Cloud Security. On fait soit des exercices de simulation ou des threat modeling. Les histoires que j'ai vues, que quand on a mis des équipes TI puis TO ensemble, puis qui ne comprenaient pas, mais quand on a fait un exercice de simulation, ils ont compris « Ah, c'est pour ça que tu es fatigant comme ça. Ah, c'est pour ça que tu me demandes ça. » Donc, vraiment, de les mettre face à ces situations-là ou de les faire réfléchir ensemble aux menaces. Réfléchir, on met l'architecture de réseau sur la slide en avant, puis on y va ensemble, puis on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Ensemble, à comprendre les protocoles, puis à échanger, puis comprendre le langage. Je pense que c'est vraiment ça qui aide à réduire le fossé entre les équipes, puis ça aussi ensuite va aider à faire des SOC qui sont IT et OT. Ensemble, on fait beaucoup d'implémentation de SOC IT OT chez Google Cloud Security. Puis vraiment, j'avais des collègues hier qui présentaient la Modern Security Approach to les SOC, pour les SOC. Puis c'est vraiment d'avoir des gens qui sont experts et qui vont voir les use cases, puis ils vont faire le fine-tune. Donc, vraiment, de faire ces exercices de simulation, puis d'avoir cette continuité-là qui va jusqu'au SOC, je pense que c'est vraiment là qu'on va commencer à réduire l'écart, puis qui peuvent se parler. Mais ils sont très importants, les opérateurs TO. Ils ont sauvé Colonial Pipeline. Je te remercie. J'ai jamais dit qu'ils sont pas importants, mais ils sont très importants. Ils sont très importants, mais c'est un excellent point. Ce qui n'existe pas aujourd'hui, je pense, c'est que un tabletop commun entre les équipes TI et OT. Ça, aujourd'hui, en tout cas, moi, toi, tu l'as fait, bravo, Danny, parce que c'est rare qu'on voit ça. L'équipe exécutive, il fait son propre tabletop. L'équipe TI fait son propre tabletop. OT a son Disaster Recovery Plan qui n'est pas aligné avec IT. Mais les trois ensemble, l'exécutif, on le met à côté, mais OT et IT ensemble. En tout cas, bravo, Danny, encore une fois, si vous l'avez fait. Mais c'est ça la pratique qu'il faut qu'on mette en place. Une fois, on a fait un TTX, puis il y avait l'équipe TI puis TO, puis il n'y avait même pas le même plan. Donc, les deux avaient des étapes différentes. Fait que c'est super intéressant à faire. Je vous remercie. Du coup, Danny, comment, du côté de Boralex, vous garantissez la continuité des opérations critiques tout en déployant des mesures de sécurité comme la segmentation? Bonne question. Puis en fait, je vais me permettre de surfer sur un peu ce que tu as dit. Le succès de l'isolation réseau puis des pratiques que tu mets en place, le changement que ça va avoir, faut qu'il y ait une appropriation des groupes TO. Et c'est drôle, je ne vais pas nommer, mais une de mes expériences passées, quand on a commencé à vouloir faire l'isolation entre ces différents réseaux-là, la première chose qu'on a faite, c'est qu'on a pris l'avion, puis on a été à Edmonton, on était chez les gars TO essentiellement. Puis au travers, j'avais fait un petit rubber ducky avec Metasploit, qui est essentiellement une clé USB qui déploie un malware et tout. L'idée, c'était vraiment juste de les sensibiliser un peu. C'est des gars souvent techniques. Fait qu'en arrivant déjà avec une démonstration, puis descendre de nos gros sabots de TI, puis de faire un peu la friction, c'est-à-dire, moi, je suis un gars qui vient d'un monde de tests de pénétration, quand j'étais plus jeune chez IBM, etc. Puis moi, j'ai une idée de qu'est-ce qui peut être malicieux ou comment on peut faire pour sécuriser les systèmes TO, mais peut-être je suis complètement dans le champ. Peut-être que ma perception de qu'est-ce qui est dangereux n'est pas la bonne, et peut-être que toi, tu es capable de me rediriger sur les bonnes choses. Puis être capable essentiellement de créer cette connexion-là, de créer ce discours-là, a amené les bonnes réflexions. Parce que moi, je pensais qu'il y avait des pattes d'attaque qui étaient vraiment importants, qu'il fallait que j'adresse. Puis en réalité, c'est les gars d'opération. Ils sont habitués de gérer des incidents, sont habitués de pivoter d'une certaine façon, avoir un plan de continuité. Puis essentiellement, c'est d'arriver à comprendre ça. Puis après ça, de savoir d'un point de vue sécurité, qu'est-ce qui est réellement important.
Fait que cette union-là, essentiellement, a mené à des succès et aussi de comprendre qu'il y avait des investissements qu'ils pouvaient faire, qui n'avaient pas le budget, qu'on pouvait les aider. Fait que, pour revenir un peu à ta question, la portion de continuité se fait au travers de tout ça, se fait en comprenant les processus d'affaires. Naturellement, la gestion de changement dans un programme d'isolation réseau est super important, ITSM, puis et tout. Mais une des choses qui, moi, m'a servi aussi énormément, c'est d'arriver avec le discours, ou du moins l'analogie de « il va arriver des choses, puis l'isolation réseau est supposée nous aider à, d'un, réduire la surface d'attaque à la base, mais aussi être capable de fermer des réseaux les uns des autres. » Fait que l'idée, c'est à quel moment tu me permets de couper le bout du pouce pour sauver la main? À quel moment tu me permets de couper la main pour sauver le bras? Ou couper le bras en entier pour sauver le patient? Puis une fois que tu as ces genres de discours-là, tu es capable de lier leur processus de BCP, de continuité des affaires, avec l'isolation réseau, puis les procédures que tu mets en place. Puis en plus, tu es capable d'avoir les vraies discussions, de dire, écoute, des fois, moi, il y a des attaques qui arrivent et en 5 minutes, je dois réagir. Je n'ai pas le temps de t'appeler puis de dire, hey, je vais fermer tes réseaux, il va y avoir des impacts opérationnels. On va avoir un agreement à l'avance pour être capable de dire, regarde, quand moi, je vois X, Y et Z, j'ai le droit de prendre ces actions-là, je vais couper tes opérations, toi, tu pars tes processus de BCP, et voici comme ça fonctionne. Puis là, ça montre essentiellement qu'on ne travaille pas contre eux, on travaille avec eux. Donc, on gère les expectations, en fait. Je suis entièrement d'accord avec toi. Effectivement, c'est un rapprochement avec toutes ces équipes et le fait aussi d'avoir des plans, on va dire, d'action avant de pouvoir prendre des décisions qui vont venir nuire ou bloquer une production dans un réseau outil. Je te remercie, c'était intéressant. Du coup, Mehdi, je vais te poser une question et là, c'est selon toi, quelle technologie émergente renforce la visibilité des réseaux outils tout en respectant on va dire, les impératifs de sécurité? Est-ce que tu pourrais avoir, je sais pas, est-ce que tu as une idée de ce qui pourrait... J'aime mieux ta question parce que ça m'aide à être un peu plus gentil avec les gens d'OT. Écoute, je ne sais pas si c'est mon impression, mais depuis quelques années, le mot OT est devenu comme un buzzword là, sur notre marché. Ce qui est une bonne chose. Je ne sais pas si c'est l'industrie qui a imposé cet effet-là sur notre société ou bien c'est la sensibilité des entreprises qui opèrent OT qui a eu un impact. Mais je trouve que, peut-être, je ne vais pas nommer aucun logo, mais ils sont tous ici à la majorité, mais les compagnies de firewall traditionnelles, ils sont tous devenus, dans le monde OT, je veux dire, avec un nouveau module que tu peux activer dans ton firewall et puis tu vas avoir une excellente visibilité sur ton environnement OT. Il y a aussi des entreprises qui sont spécialisées dans le OT, qui sont nées dans le OT. Et encore une fois, ils sont ici dans la salle, puis vous pouvez aller les voir aussi, mais vous pouvez venir nous voir aussi à notre kiosque 64010, puis je vais vous parler des logos un peu plus librement. Mais la technologie existe aujourd'hui pour avoir beaucoup plus de visibilité sur le OT. Fabrice parlait de l'inventaire de OT, ce qui est un travail pénible. Et puis là, il est en train de le gérer manuellement lui-même dans ses sites, ce qui a du sens parce que c'est très difficile à garder l'inventaire à jour. Mais aujourd'hui, il y a quand même la technologie que tu peux prendre l'avantage et puis à 95% peut-être, là je lance un chiffre, mais de garder ton inventaire à jour d'une manière assez automatisée. Mais si tu me permets, je vais retourner sur mon point de la mentalité et la culture encore. Parce que c'est beau d'avoir toutes sortes de technologies en place, puis que tu ramasses des données, mais tu ne fais rien avec. Qu'est-ce que tu gagnes avec? Tu as dépensé de l'argent, la boîte existe sur ton environnement, est en train de collecter des informations extrêmement valuables, puis tu ne fais rien avec. Fait que, encore une fois,
j'attaque peut-être les gens techniques, mais j'ai été technique dans le passé, et puis j'étais dans la même situation. J'achète une boîte, je le mets en place, et puis je ne leverage pas la solution que j'ai et de mon investissement. Fait que mon point final, c'est que oui, la technologie existe, mais il faut l'utiliser. Il faut l'utiliser bien, efficacement, pour être capable de justement avoir un inventaire qui va te donner finalement une visibilité sur ton environnement. Je suis entièrement d'accord avec ton point de vue. Effectivement, moi, je recommande vivement, hein, pour toutes les technologies que vous pouvez éventuellement utiliser dans vos SI, quels qu'ils soient, hein, OT, IT ou autre, si vous investissez sur quelque chose, il faut que ça puisse vous produire des indicateurs. Et il faut que ces indicateurs-là puissent soit vous montrer que ça apporte un bénéfice à vos activités, soit si c'est pour mettre juste une solution et qu'il n'y a pas de suivi derrière et que donc vous n'êtes même pas en capacité de pouvoir si ça vous apporte une plus-value. Enfin, c'est comme tu le disais précédemment, c'est on dépense de l'argent à tout va. Écoutez, merci pour ces questions. J'en ai encore une pour vous trois, donc ça sera à tour de rôle. Avec les nouvelles technologies qui émergent, comment est-ce que vous voyez évoluer d'ici les 5 prochaines années les réseaux OT et notamment la sécurité des réseaux OT? Est-ce que, quels pourraient être les plus grands défis qui vont se présenter au réseau OT? Je peux faire une petite référence notamment à l'IA, on n'en a pas parlé, mais est-ce que l'IA va être un défi pour les réseaux OT? Voilà. Qu'en pensez-vous? Qui veut commencer? Écoute, l'IA, c'est aussi bénéfique pour nous en tant que les utilisateurs que les hackers. Donc, pour répondre à dernier bout de ta question, oui, l'IA, c'est une menace pour OT autant que pour le IT. Moi, je trouve qu'on est sur la bonne lancée. Encore une fois, depuis quelques années, le buzzword OT existe, puis ça aide aux manufacturiers de réfléchir aux solutions, puis aider les entreprises comme Boralex d'utiliser ces technologies-là pour mieux protéger leur environnement. Je pense que la conformité va nous aider aussi un peu. Il n'y a personne qui pensait aux informations personnelles jusqu'à il y a 3 ans, avant que la loi 25 soit née. Du coup, la loi 25 existe et puis là, tout le monde se conforme. Magnifique. On protège les données personnelles de nos employés et puis nos clients. Donc, lorsque la conformité devient un peu plus sévère pour les entreprises qui utilisent OT, surtout dans les installations qui sont très critiques comme l'eau ou l'énergie, whatever, là, je pense qu'on va on va progresser dans tout ce qui est la sécurité OT beaucoup plus qu'aujourd'hui. Je rejoins ce que tu dis, notamment en Europe. Moi, je suis plutôt spécialisé en Europe, mais il y a une réglementation européenne qui s'appelle NIS 2 qui est entrée en vigueur et celle-ci, elle régule et elle met en place tout un tas de mesures de sécurité à mettre en œuvre pour tout ce qui va être OIV, donc opérateur d'intérêts vitaux, donc tout ce qui va être santé, eau, électricité. Donc oui, effectivement, ça pourrait aider. Et selon toi, Dani? En fait, c'est un bon point. C'est les deux facteurs, l'aspect de convergence IT-OT qui devient de plus en plus accéléré et un peu de ce que tu as parlé tantôt, les threat actors qui deviennent de plus en plus agressifs et donc les cadres de réglementation qui doivent s'ajuster. C'est clair que dans les 5 prochaines années, ça va être un défi important. Et si votre compagnie ne met pas des efforts pour l'isolation réseau ou en fait la protection des TO en général, c'est soit une question que ça va être un ransomware et donc votre board va vous le forcer à le faire de façon très rapide et avec des têtes qui roulent, ou sinon une nouvelle réglementation qui va arriver, qui va vous toucher et que vous devez le faire. C'est aussi simple que ça. Personnellement, je considère que un des grands défis, c'est vraiment la convergence de TI-TO. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que la surface d'attaque entre les systèmes TO devient juste plus grande parce qu'on fait de l'analytique dessus. On doit améliorer notre façon de prendre des décisions. On va être plus rapide. On va automatiser les choses. On veut utiliser du AI pour miner les données, etc. Donc, ça l'ouvre la porte vers les systèmes TO, tout simplement.
et de gérer ce défi de croissance-là en la faisant de façon sécuritaire, ça va devenir extrêmement difficile, tout particulièrement avec les nouvelles régulations, tout particulièrement avec les intérêts de plus en plus grands pour les systèmes TO. Très honnêtement, je ne crois pas que la plus grande menace encore aujourd'hui soit les state sponsors ou des éléments comme ça. C'est certainement celui qui a le plus d'impact, mais celui normalement qu'on voit qui est le plus likely à impacter tes réseaux, c'est vraiment les groupes de ransomware. Et ces groupes-là sont juste intéressés à faire de l'argent, ne sont pas intéressés à hacker tes systèmes TO spécifiquement. Donc, c'est très différent. Plus que tu leur mets l'effort difficile d'attaquer tes systèmes TO, ça va juste être les TI qui va tomber, ou plus que tu te rends un peu plus sécuritaire que tes voisins, plus que ça va être tes voisins qui vont toucher. Ils ne sont pas targetés, ils ne sont pas ciblés vers vous. Donc, c'est ce genre d'élément-là, je pense, qui est important à ce qui converge dans l'industrie. Puis selon toi, Camille? Moi, je vais y aller éclater. Vas-y, je t'en prie. Cloud. Non, Let's go. mais je pense qu'on voit beaucoup l'environnement changer. Vous me demanderiez cette même question-là 4 ans passés. J'aurais dit non, 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 cloud. Mais je vois vraiment que l'industrie est en train de changer, que le cloud peut avoir des belles promesses. On en parlait un peu en amont du panel. Des compagnies dans le manufacturing qui grossissent par acquisition. Il y a une scalability qui se fait avec le cloud qui est beaucoup plus facile et que la sécurité est là dans le jour 1. Je pense qu'il y a beaucoup aussi, si on retourne au point de machine learning et AI, il y a beaucoup de puissance de calculation qui peut être utilisée dans le cloud qui va permettre à prendre des décisions, soit dans le SCADA ou vraiment dans l'environnement TO. Je crois que c'est peut-être 5 ans, c'est peut-être un peu court, ça va peut-être être plus 10 ans. Moi, je suis allée plus loin, mais je pense quand même qu'il y a des belles opportunités avec le cloud. Puis, encore une fois, c'est le profil des menaces d'aller voir quel genre de compagnie on est. Puis, oui, ça va augmenter la surface d'attaque définitivement, mais encore une fois, comme tu as dit, c'est exactement ce qu'on voit dans les réponses aux incidents. Au Canada, il n'y en a pas beaucoup encore de nation state, c'est très arrivé très rarement. Puis, c'est vraiment... oui, ça va augmenter la surface d'attaque, mais encore à aller voir ton profil des menaces selon l'industrie. Je te remercie. Écoutez, en tous les cas, je vous remercie à tous. Je pense qu'on arrive à la fin de notre panel et je vais peut-être, si on a un peu de temps, ouvrir à 1 ou 2 questions. Si l'un d'entre vous... je vous en prie. Au micro, bien évidemment. Merci. Oui, pas de problème. J'adore la présentation que vous avez faite. Merci beaucoup. Je vous suggérerais peut-être de lire un excellent livre qui s'appelle The Phoenix Project. Peut-être de lire le livre The Phoenix Project by Gene Kim. Parce que si un administrateur est paresseux, on devrait peut-être prendre pour considération qu'il y a un problème de ciseau et peut-être que le ciseau n'a pas trouvé la meilleure manière de faire comprendre au TI la relation entre le besoin d'affaires, la raison qu'on a un service et la manière qu'on va utiliser ce service et la population qui doit avoir un accès. Parce qu'à la limite, la paresse, c'est bien. La plupart des programmeurs peuvent être paresseux, d'où l'automatisation. On ne veut pas, on veut être paresseux, c'est une bonne chose. Mais par contre, si on n'est pas soucieux, parce que je suis un architecte de sécurité, on est soucieux en sécurité quand on comprend bien c'est quoi le rôle de l'entreprise, c'est quoi la mission de l'entreprise. Pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait? Sinon, on ferme la porte et on se dit, tant pis. C'est juste un commentaire en disant, croyez-vous peut-être que c'est un problème qu'on a à ce jour dans toutes les entreprises, qu'il y a une mauvaise relation entre C avec TI. J'adore votre commentaire. Et je le seconde. Et je pense qu'il y a un disconnect entre le management et les équipes techniques. Les équipes techniques font partie de la même entreprise. La philosophie d'entreprise devrait descendre d'en haut vers en bas et les équipes techniques devraient suivre cette philosophie-là. Et malheureusement, souvent dans 99% des entreprises, en tout cas ici, au Québec, on ferme les gens techniques dans un petit coin, on dit règle les problèmes opérationnels, puis mêle-toi pas dans tout ce qui est business. Non, c'est faux. Il va falloir
qu'on lui explique c'est quoi les objectifs de cette entreprise, comment on fait notre revenu pour payer ton salaire. Après, tu vas mieux comprendre tu vas mieux comprendre les priorités pour nous protéger. Moi, je suis un grand amateur de la sensibilisation aussi. Et là, il y a un débat sur l'efficacité de la sensibilisation là, dans notre communauté des ciseaux, mais il faut qu'on continue à sensibiliser notre monde, que ce soit un employé de compte payable ou un réceptionniste ou un gars technique. Il faut qu'on les sensibilise, il faut qu'on explique c'est quoi la cybersécurité, parce que souvent les gens ils n'ont pas de notion de la cyber. Bonjour à tous et merci pour votre feedback sur ces questions-là. Ma question s'adresse à Dany. Vous avez travaillé dans plusieurs industries, OT, le manufacturier avec IBM, le ferroviaire avec l'ECN et les énergies renouvelables avec Boralex. Quelles sont les similarités, les différences entre ces différentes industries? Puis au niveau du programme de sécurité, quelles sont les différences en fait entre ces différentes industries? Bonne question. Oui, c'est toutes des organisations qui ont des technologies opérationnelles, mais je pourrais dire leur modèle de sécurité doit être drastiquement différent. IBM, ce qui faisait des microprocesseurs pour l'armée américaine, bien, naturellement, c'est un site. C'est un site avec toutes sortes d'équipements. Il y avait 29 systèmes d'exploitation différents. Oui, je ne savais pas que ça se pouvait. Mais la localité physique est une. Donc, tu as un environnement et tu as ce genre de défi-là à gérer. Quand tu arrives au CN, c'est tout autre chose. C'est des systèmes qui sont sur le bord des tracks. Je pense que c'est 300 000 km de tracks, quelque chose comme ça. En grandeur de l'Amérique du Nord, il y a des systèmes directement sur le bord des tracks. Donc, oublier la sécurité physique, oublier la possibilité de les impacter puis d'avoir quelqu'un qui prend 6 heures d'auto pour se rendre dans le milieu de la Saskatchewan. Donc, tu dois approcher ton modèle de sécurité de façon très, très, très différente. Chez Boralex, c'est aussi quelque chose de différent où est-ce que tu as des sites de production d'énergie et tu as un centre essentiellement. Donc, tu dois t'absorber essentiellement du modèle d'affaires, de comment que l'organisation grandit. Est-ce qu'elle grandit par acquisition? Donc, si elle grandit par acquisition, tu peux oublier la standardisation, tu vas avoir ce genre de défi-là. C'est tout le genre de notions qu'il faut que tu calcules quand tu te mets à comprendre comment fonctionnent les système opérationnel, puis comment on va définir notre modèle de sécurité et donc aussi le modèle d'isolation réseau qui vient en ligne de compte. Pour essayer de faire ça short, je pourrais continuer pendant 1 heure de temps sur les différences, mais j'espère que ça répond. Écoutez, merci, je mets fin à ce panel. Merci à tous.